Dallas Mavs France, le podcast résumé mensuel des performances de notre équipe, mois de novembre, c'est parti. Salut à tous, je suis ravi une nouvelle fois de vous accueillir pour parler de nos Mavericks. On va faire le bilan du mois de novembre ensemble. Donc contrairement au mois de octobre où j'avais fait un détail assez précis de chacun des matchs qu'on allait faire, là je vais aller un peu plus vite parce qu'on n'a pas trop le temps non plus, je vais pas envie de trop de vous ennuyer avec ça. Il faut savoir qu'on a donc joué 12 matchs, on en a gagné 8, ce qui est plutôt très bon. Ça fait environ 66% de victoire et on aurait carrément signé au début du mois pour avoir ce bilan-là. Donc il faut savoir que ça a commencé par un match face aux Knicks qui a été une grosse déculottée. On s'est pris vraiment une branlée, 118-106. Mais vraiment, le match a été vraiment très mal géré par tout le monde. Déjà, c'était à domicile, donc les joueurs on n'avait absolument rien à faire du match, ils ont quasiment été sifflés. Puis tous les joueurs ont vraiment mal joué, c'est ça le problème. Et ce match, il a un peu servi de détonateur parce que il s'est passé ensuite une période de quelques jours où ils n'ont pas joué, 3 jours. Et ensuite, on a reçu les Wizards. Donc les Wizards, si vous ne le savez pas, c'est un peu nos meilleurs amis dans le sens où nous sommes leur bête noire. On gagne très très souvent contre eux. Vous avez regardé leur historique, ils ont des mauvaises performances face à nous. Donc je me suis dit, alors j'espère qu'on va pas se relancer face aux Wizards. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a tous très bien joué. Enfin, 11. J'étais pas sur le terrain. Mais... les starters, les remplaçants ont tous très bien joué. Et la victoire a été vraiment très tranquille. Le lendemain, on s'est rendu sur le terrain des amis du Jazz. On était donc en back-to-back. La fatigue s'est un peu fait ressentir. Et là, on a lâché le match. On a perdu 117-102, quelque chose comme ça. Il n'y avait rien à redire. Et on a perdu ce match, ce qui semblait assez normal. Il s'est ensuite passé une nouvelle période où pendant quelques jours, on n'a pas joué. Et à la suite de cette période, on a enchaîné 4 victoires contre des équipes qui, vous allez le voir, ne sont pas non plus des mauvaises équipes. On a commencé tranquillement par Oklahoma, donc oui, il leur manquait Westbrook, c'est quand même, il faut le dire. Mais cette équipe d'Oklahoma, qui même sans Westbrook reste une équipe assez compétitive, on l'a dominée de A à Z. Dans le match, on a vraiment géré les choses, c'était très sympa à voir, que tout le monde était appliqué à la tâche, et ce match a été dominé de A à Z par l'équipe, victoire tranquille. Ensuite, nous nous déplacions à Chicago, donc pour rappel, à ce moment-là de la saison, on n'avait toujours pas gagné un seul match à l'extérieur. On était vraiment mauvais quand on était en déplacement. Donc là, Chicago, sachant qu'on les avait battus 2 semaines avant, c'était l'occasion de avoir notre première victoire à l'extérieur. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le banc, surtout, a vraiment géré, et on a gagné le match. C'était quand même serré sur la fin, mais l'équipe a bien géré l'écart qui s'est creusé à la fin du match, environ 5 points. C'est jamais allé plus loin que ça, mais on a quand même bien géré cet écart, et au final, on le gagne, ce match. 103-98, et c'était la première victoire à l'extérieur. Ensuite, retour à la maison, pour un match dont vous avez peut-être entendu parler, je suis même sûr, face à nos amis de Utah Jazz. Donc c'est déjà notre 3e confrontation en 3 semaines. T'en as un peu marre quand même d'affronter toujours la même équipe, et surtout on venait de perdre, on avait perdu les 2 premiers affrontements. Donc bon, je me suis dit, il faut quand même faire gaffe à cette équipe qui nous bat, ça va pas être facile. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? 68 points pour le Jazz, 118 pour Dallas Mavericks. Soit un petit écart de 50 points, qui est le plus gros écart de la saison. Donc voilà, grosse déculottée, grosse branlée, tout ce que vous voulez. Ce match, il a fait du bien dans les mentales, dans les têtes de nos joueurs. Il a vraiment fait du bien, il a relancé la machine. Il a fait aussi du bien dans les stats de l'équipe qui sont très bons pour le mois de novembre. On va en reparler après. Mais c'est sûr que cette victoire, c'était un point d'exclamation pour l'équipe qui montre que oui, on s'est enfin mis en route. Le mois d'octobre est derrière nous. Là, c'est parti. Et quoi de mieux pour confirmer une grosse victoire que jouer les doubles champions en titre? Et ben voilà, on a joué Golden State quelques jours plus tard. Ok, il faut le dire, ils étaient privés de Curry et Draymond Green, donc c'est à noter. Évidemment, c'est pas la même équipe que l'équipe qui va gagner le titre à la fin de l'année. Va peut-être... bon, bref, c'est pas trop mes histoires, ça. Donc voilà, ils ont quand même Klay Thompson, ils ont quand même Kevin Durant, c'est pas n'importe qui, et ça reste compliqué à battre, il faut se concentrer. On s'est concentré, le match était vraiment serré pendant toute la durée du 4 quarts temps. Et ça s'est joué dans les dernières minutes, et au final on arrive à arracher une victoire. Score final 112-109, et c'est le meilleur match de nos starters. C'est grâce à eux qu'on a gagné, ils ont été vraiment impériaux, au contraire du banc qui a fait pour une fois du mauvais travail. Les starters ont vraiment très très bien joué, et c'est ce qui nous permet d'avoir cette 4e victoire de suite face à Golden State. Encore une fois, ce genre de victoire, ça fait beaucoup du bien au mental, et alors qu'on avait commencé avec un très mauvais bilan le mois de novembre, quelque chose
comme 3 victoires seulement, et ben là on remonte petit à petit, on s'approche du bilan de 50% et ça fait du bien. Malheureusement cette série de 4 victoires elle s'est stoppée par une défaite chez les Grizzlies, donc on a bien joué pendant les 3 premiers quarts-temps, mais à la fin on a lâché quand même, les Grizzlies ont beaucoup d'expérience, et ce match on le perd malheureusement, il casse la série, mais l'équipe avait quand même bien joué sur ce match-là, ils étaient pas totalement à la rue comme on avait pu voir face aux Knicks, et la dynamique, ben j'ai senti qu'elle était toujours là malgré la défaite. Effectivement, on enchaîne 2 jours après, face aux Nets, victoire plutôt tranquille. Ils sont jamais repassés devant nous, à part au tout début du premier quart-temps, sinon ils sont jamais repassés devant, ça a plutôt été bien maîtrisé par l'équipe. Notamment grâce aux vétérans, Devin Harris, JJ Barea, Harrison Barnes, qui ont fait du super boulot sur ce match-là. Quelques jours après, on affronte Boston, donc les finalistes de l'année dernière de la conférence Est, 113-104. Pareil, on les a dominés. Donc ils n'avaient pas Gordon Hayward, il faut le dire, mais il y a quand même des très bons joueurs, hein, alors Ford, Kyrie Irving, Tatum, Brown. Ça reste une très bonne équipe qui sera très certainement dans les playoffs et plus loin à la fin de la saison. On les a dominés, pareil, du début à la fin. Ça a super bien joué de la part de nos joueurs qui ont bien su les contenir. Et on prouve qu'à la maison, cette équipe, elle est compliquée à battre. Et ça, c'est très bon. On finit le mois de novembre en déplacement chez les Rockets. Donc il faut savoir qu'on avait une série qui était vraiment pas bonne face aux Rockets. Ça faisait de nombreux matchs, de nombreuses années qu'ils nous battaient. Là, on part à l'extérieur. Il leur manque Chris Paul et il leur manque Gerald Green de mémoire. Et bien, c'est l'occasion d'aller décrocher notre deuxième victoire extérieure face à un nouveau finaliste qui était l'an dernier. Donc même si en ce moment ils sont pas au mieux, il faut quand même aller les battre chez eux, Capella, Harden, etc. Et c'est ce qu'on a fait. On les a battus largement 128 à 108, plus 20, et on arrive à passer pour la première fois le stade des 50%. Non pas pour la première fois parce qu'on était à 2-1 au début de la saison, mais on repasse au-dessus des 50%, 10 victoires, 9 défaites. Très bien. Le mois de novembre se termine, dernier match à jouer face aux Lakers au Staples Center. On les avait déjà affrontés en octobre, on avait perdu d'un petit point, vous vous souvenez de la faute débile de Wes Matthews. Là on s'est dit allez on va pouvoir prendre notre revanche. Et ben effectivement le premier quart-temps se passe à merveille. Et après c'est l'effondrement total, on a mal joué et on a mérité de perdre ce match assez largement. Donc le bilan de ce mois de novembre il est très bon. Des victoires contre des grosses équipes, Golden State, Houston, Oklahoma, Boston. Il faut évidemment dire qu'il y avait des blessés, Chris Paul, Curry, Green, Hayward et Westbrook pour le Thunder. Mais ça reste des victoires phares, en plus de la bonne victoire de 50 points face au Jazz. Tout ça nous donne un mois de novembre qui est vraiment globalement très bon. On a commencé très mal avec les Knicks, on finit mal avec les Lakers d'ailleurs. Mais sinon, tout ce qui est entre les deux, c'est vraiment bien géré et c'est très positif pour l'équipe. Au final, à l'heure où je vous parle, donc on est le 2 décembre, donc je pense que la vidéo sera postée après le match face aux Clippers de ce soir. Mais le 2 décembre, on a un bilan équilibré 10-10, nous sommes 8e à l'ouest, c'est très bon. On aurait direct signé si on nous avait dit qu'à un quart de la saison, on serait 8e. Mais il faut relativiser, comme je l'ai dit sur Twitter, entre la 8e et la 14e place, il y a un seul match d'écart. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument rien qui est joué et que c'est seulement sur le papier qu'on est en playoff. Sinon, on a encore tout à faire si on veut espérer une qualification en playoff qui risque quand même d'être compliquée. Donc, on va maintenant pouvoir parler des joueurs de manière un petit peu plus individuelle, faire un focus sur certains joueurs. Et il y a un joueur dont j'aimerais vous parler en particulier, c'est évidemment Luka Doncic. Pas Luka Doncic. JJ Barea. Parle de Barea. Ouais, je pense qu'il faut plutôt qu'on parle de Barea. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Donc effectivement, c'est en vrai très frustrant pour nous autres fans des Mavs, parce que tout le monde parle de Luka Doncic. C'est super, hein, j'en suis très content, mais tous les matins, on parle de ses performances, de ses actions, on voit ses actions en vidéo, en replay, à chaque fois les titres, un grand Luka Doncic emmène les Mavs à la victoire, etc. etc. Donc oui, Luka joue très bien, il nous permet de gagner des matchs, parce que grâce à ses actions, à son playmaking, etc., il est très bon. Mais s'il y a une personne qui nous a permis de gagner beaucoup de matchs en novembre, c'est pas Luka Doncic, c'est JJ Barea. Donc c'est sûr que ça fait bizarre dit comme ça que ce joueur qui sort du banc, c'est lui qui nous fait gagner des matchs. Je vais essayer de vous convaincre de mon avis. Ça, il n'y a vraiment que en regardant tous les matchs de Dallas qu'on peut s'en apercevoir. Donc je vais vous en parler, je vais vous détailler un petit peu tout ce qu'il a fait sur ce mois de novembre. Et je pense qu'après vous comprendrez, au moins vous saurez, quand vous verrez de partout ces highlights de Doncic, etc. Vous vous direz quand même dans un coin de votre tête, vous penserez à moi et vous vous direz, il y a quand même Barea qui joue un rôle là-dedans. Donc, tout d'abord, si on gagne les matchs, si on a gagné 8 matchs en novembre, c'est grâce au banc. Il y a beaucoup de matchs qu'on a gagnés grâce au banc. Pourquoi ? Parce que face les titulaires se débrouillent plutôt bien, mais souvent on perd face aux titulaires. En revanche, quand les second units arrivent, notre second unit met des branlées aux autres. Et c'est là où les écarts sont creusés. Il y a plusieurs matchs où on peut voir ça. Notamment le match contre Houston, la victoire contre Houston. Les starters, ils sont en négatif. C'est-à-dire que quand
il y a qui? James Harden, Capella, Tucker, Gordon et le cinquième, je sais plus qui c'est, affronter nos 5 majeurs à nous, donc Barnes, Matthews, Doncic, Dennis Smith, DeAndre Jordan. Et ben, ils l'emportaient, ils ont mis plus de points, donc ils dominaient un petit peu. En revanche, quand les bancs jouaient, ça a bien aidé parce que le banc des Rockets c'est le dernier de la ligue, notre banc les déchirait. Donc au final ça nous donne une moyenne d'environ -3 pour les starters, donc ils perdaient de 3 points, et le banc plus 25. Donc vous voyez, l'écart de 20 points à la fin, on le retrouve grâce au banc, pas grâce aux starters. C'est pareil sur d'autres matchs, Chicago, les starters sont à -12, ce qui est vraiment très mauvais, le banc à +18. Donc vous voyez encore ce delta qui est immense, 30 points entre les deux, c'est extraordinaire. Et au final, on le gagne. Face à OKC, c'est pareil. Boston, Brooklyn, c'est des matchs où c'est moins flagrant quand même, mais le banc a des meilleurs plus-minus. Même une défaite contre le Jazz, si vous regardez les plus-minus, les starters sont pas très bons. Et le banc, eux, ont des choses qui sont positives, même si on le perd ce match, ils ont des plus-minus nuls ou positifs, alors qu'on perd de 15 points. Donc voilà, il y a le match des Warriors qui est le parfait contre-exemple. C'est la seule fois où les starters ont été impériaux et le banc a été très mauvais, mais en globalité, vous voyez que c'est les bancs qui creusent les écarts, et cette stat du plus-minus, elle montre ça, c'est vraiment quand il y a ces joueurs-là sur le terrain, l'écart il est de combien? Et bien quand notre banc est sur le terrain, c'est là où on creuse les écarts, les stats sont là. Et il y a bien un chef d'orchestre dans cette second unit, et c'est JJ Barea. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. Tout d'abord, on va parler de ses stats individuelles. Elles sont bonnes, pas folles, seulement 10 points, donc c'est quand même bien en sortie de banc, mais il y a bien mieux. Il y a Dwayne Wade, Harrell qui fait une saison absolument fantastique, et plein d'autres gens qu'on met candidat au 6e homme. Et Barea, il n'est pas du tout dans cette course. Souvent, quand je vois des articles qui nous parlent du 6e homme de l'année, Barea n'est pas dans la course, parce qu'il ne met que 10 points, ça saute pas aux yeux, mais il devrait y être. Pourquoi? Parce que au-delà de ces 10 points, il y a quand même déjà plus de 6 assists. 6 assists, c'est ce qui se fait de mieux en sortie de banc de la NBA, et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois plus que ce que le banc des Rockets produit. Le banc des Rockets produit 3 assists par match environ. JJ Barea, 6. Ensuite, on va parler du pourcentage d'assists. Pourcentage de passes décisives, c'est-à-dire que quand un joueur est sur le terrain, le pourcentage de passes décisives, ça exprime combien de pourcents des paniers qui sont marqués viennent d'une passe décisive de ce joueur-là. Et qui c'est qui mène la NBA de loin? JJ Barea, avec 47%. Le second, c'est Harden, pour vous donner une idée du genre de joueurs qui sont dans ces stats-là. 47%, ça veut dire que quand il y a un panier qui est marqué et que Barea est sur le terrain, une fois sur deux, l'assist, elle vient de lui. Donc ce côté vraiment chef d'orchestre, c'est ça que je vais vous montrer, c'est lui qui distribue, c'est lui qui crée le jeu. Même quand Doncic est sur le terrain, et que Barea est aussi, c'est souvent Barea qui a la balle en main et qui va créer, et Doncic va avoir plus un rôle de catch and shoot ou de recevoir la balle pour ensuite attaquer vers le panier. Pareil, le ratio turnover-assist, il est de 4. Donc vous savez qu'un ratio turnover-assist qui est de 2, c'est déjà bon. C'est-à-dire que 2, tu perds 2 balles, tu mets 4 passes décisives par match. C'est un ratio de 2. Le sien, il est de 4. Donc c'est-à-dire qu'il perd aussi très peu la balle. C'est un vétéran, il a l'habitude de l'NBA. Et maintenant, mouillez-vous bien la nuque, on va parler du net rating. Donc le net rating, c'est-à-dire la stat pour 100 possessions. Quel est l'écart quand le joueur il est sur le parquet? Pour Barea, en offensive rating, il est de 124. Le defensive rating est de 101. Donc ce qui fait un net rating de plus 23 sur le mois de novembre. Pour vous donner un ordre d'idée, Stephen Curry c'est 13 en net rating, Giannis c'est 14, LeBron c'est 0. Donc 23 ça montre à quel point quand il est sur le terrain, l'écart se creuse énormément. 23, faut vraiment vous dire que c'est énorme, surtout pour une équipe de Dallas qui n'est pas une équipe folle, qui n'est pas une des meilleures équipes de l'NBA, et ben lui quand il est sur le terrain, les écarts sont impressionnants. Si bien que si vous regardez le classement des net ratings de la NBA, on a 2 joueurs des Mavericks qui sont dans le top 10. Maxi Kleber est 3ème et Dwight Powell est 8ème. Donc ces deux-là, c'est un peu ses lieutenants à JJ Barea. Et ils sont très très bons grâce à lui. Encore plus fou, si vous prenez le classement de novembre du net rating, donc sur le mois de novembre, quels sont les joueurs qui ont permis d'avoir les plus grands écarts quand ils sont sur le terrain. Dans le top 5, dans les 5 meilleurs joueurs de NBA, il y en a 4. 4 qui viennent de Dallas. Barea, Kleber, Powell et Devin Harris. Donc voilà, ça vous montre à quel point cette second unit, ce banc, est performant et a été performant sur le mois de novembre. On rajoute à ça un petit true shooting percentage, donc c'est-à-dire en combinaison en fait de tir à 3 points, tir à 2 points, pour montrer la globalité de ces pourcentages, qui est de 60%, donc qui est très bon. C'est-à-dire que même quand lui il shoot, il est très bon. Et vous voyez à quel point, voilà, il a été très bon sur ce mois-ci. Quoique, non, c'est même pas fini. On va maintenant parler de donc Dwight Powell et Maxi Kleber et à quel point il les rend bons. Vous êtes d'accord avec moi, ce sont pas non plus des top joueurs NBA, Maxi Kleber, Dwight Powell. Je les adore, mais c'est pas non plus des joueurs sur 2K, ils ont pas plus de 80 les deux. Et pourtant ils ont des stats assez exceptionnelles. Vous savez que en box plus minus, donc c'est une stat qui montre l'impact d'un joueur sur le terrain, Dwight Powell est à 5. Donc peut-être que ça vous dit rien 5.
Je vais peut-être laisser parler Blight, je sais pas si vous connaissez, c'est un spécialiste de tout ce qui est analyse de statistiques, etc., qui va nous parler un peu de box plus minus. Box plus minus, normalisé à 0. Donc quand vous êtes à 0, vous avez une efficacité, un impact qui correspond à l'impact d'un joueur moyen dans la NBA, un titulaire moyen. Donc dès lors que vous êtes au-dessus de 0, vous êtes très très bien. Quand vous êtes à plus 3-4, c'est calibre All-Star, et quand vous êtes à 5-6, c'est calibre joueur All-NBA. Donc, voilà, All-NBA. Donc évidemment, c'est un peu le côté humoristique là-dedans, je sais très bien que c'est pas un joueur All-NBA, mais ça vous montre à quel point les stats de Dwight Powell sont excellentes quand il est sur le terrain, et c'est grâce à JJ Barea. Les autres, Devin Harris, Maxi Kleber, c'est aussi des joueurs qui ont des très bonnes stats grâce à JJ Barea, et Matthews et Doncic qui passent un peu de temps avec les second units, quand vous regardez les différences de plus-minus, eh ben, elles sont toujours meilleures que celles des autres starters, c'est-à-dire Barnes, DeAndre, Dennis Smith qui sont très rarement avec Barea. Et ils ont des meilleurs stats parce qu'ils passent du temps avec la second unit, et donc ils ont des stats, des rendements qui sont plus efficaces. Enfin, je sais que c'est juste un exemple, donc ça ne prouve rien, mais le seul match où il était absent contre Memphis, eh ben le banc a moins bien joué, et qu'est-ce qui est ressorti? Une défaite. C'est quelque chose que j'avais vu venir, entre guillemets, quand j'ai appris qu'il était absent, j'avais mis sur Twitter, je pense que ça va être compliqué ce match, qu'on va avoir une défaite, et effectivement, c'était le cas. Donc voilà, j'ai essayé d'un peu de vous montrer à quel point l'impact qu'a JJ Barea, que maintenant il faut que vous le sachiez, c'est le genre de joueur dont on ne parle jamais, et pourtant son impact est extraordinaire. Donc pour moi, dans la course au 6e homme de l'année, il devrait largement y être. Mais malheureusement, NBA, on regarde trop les stats brutes et il ne met que 10 points par match. Il ne fait que 6 assists, ce qui paraît peu par rapport à ceux qui en mettent 10 et quelques. Mais faut pas oublier que c'est un remplaçant qu'il a 36 ans, 34, non 34, 35, donc c'est quand même quelqu'un qui est vieux. Il n'y a plus aucune qualité athlétique, hein, il fait 1m85. Et pourtant, vous avez vu tout ce qu'il arrive à faire en sortie de banc. C'est assez incroyable. Donc maintenant, j'espère quand même que vous pourrez penser à ça. Et puis quand votre équipe elle affrontera Dallas, si vous n'êtes pas pour les Mavs, vous vous en rendrez compte à quel point c'est quelqu'un qui va sûrement donner beaucoup de fil à retordre à votre banc. Évidemment, je vais me faire une petite phrase pour dire que tout ça, il faut quand même se dire que le match contre Utah et l'énorme relais contre Utah font gonfler ses stats. Ça n'enlève rien en fait que le banc a très bien joué au mois de novembre. Je vais parler rapidement maintenant des autres joueurs, maintenant que je vous ai fait ce long pavé sur Barea. Paul Kleber, comme je vous dis, c'est toujours très bon en sortie de banc. Kleber, offensivement, c'est moins bien, ça rentre beaucoup moins ses tirs. On sait qu'en octobre, il y a tout qui rentrait. Là, c'est moins le cas. Par contre, en défense, il se donne à 100%, vraiment même à 200%. Il montre toujours au contre, il en met vraiment des gros, des fois il fait beaucoup de bien en défense, les rebonds c'est pareil. Powell offensivement, c'est excellent. Il est, pour rattraper tout ce qui est allé-oop, il est toujours là, il fait du très bon taf. Devin Harris, il a l'expérience en sortie de banc avec Barea, ils se connaissent par cœur, donc ça nous amène à vraiment des situations où il crée du jeu et du beau jeu. Dorian Finney-Smith, il est partout, c'est notre meilleur défenseur extérieur, il n'y a plus aucun débat là-dessus. C'est à lui qu'on va donner les gros joueurs à défendre maintenant. Carrella, il l'a compris, et j'ai vu beaucoup moins de Wesley Matthews sur les Browns maintenant. C'était du Dorian Finney-Smith, donc il a eu du mal parce que c'est les LeBron James. Mais voilà, les gros joueurs, on leur met Dorian sur le dos parce que c'est notre meilleur défenseur. J'adore ce qu'il fait au rebond aussi. Il va chercher des rebonds offensifs des fois face au pivot, alors que lui, il ne fait que 2 mètres. Bref, il y a une énergie qui est excellente avec ce genre-là, et je suis super content que ça soit un free agent restreint l'an prochain, ce qui fait que dans tous les cas, on va le garder avec nous, avec Dallas, on va lui faire une offre pour qu'il reste avec nous, c'est obligé. Enfin, Jalen Brunson, notre petit rookie qui a pas mal de temps de jeu, il y en a un peu sur certains matchs, ça dépend car là il décide. Mais au scoring c'est pas mal, en création c'est pas mal, il s'améliore petit à petit, c'est pas exceptionnel, mais il y a quand même du bon dans ce joueur, et je suis content qu'on l'ait signé pour 4 ans pour rien du tout. Maintenant on va parler un peu des starters, parce que c'est eux qui jouent plus quand même, il faut en parler. Tout d'abord DeAndre Jordan. Bon, c'est compliqué DeAndre Jordan, parce que si vous regardez les matchs de Dallas de manière récurrente, comme moi, vous savez que il pourrait faire bien mieux. Il se donne pas assez en défense, il se donne pas assez, et c'est vraiment flagrant, des fois des aides quand il ne vient pas alors qu'il devrait simplement lever la main pour contester les tirs. Il y a plein de choses qu'il ne fait pas, et c'est super frustrant parce que le mec il a des capacités athlétiques qui sont absolument énormes, et il se donne pas à fond. Je veux dire, s'il avait la même intensité que Maxi Kleber, ça serait vraiment exceptionnel pour notre équipe, et il le fait pas, donc c'est assez frustrant. Néanmoins, il faut noter que ces derniers matchs, depuis l'affaire avec Doncic et le rebond qu'il aurait volé, il se donne un peu plus, ça se voit, et ça nous fait du bien. Ce joueur est quand même assez indispensable aujourd'hui dans notre équipe pour attraper la grosse dizaine de rebonds par match, pour poser les écrans. Il reste très utile à l'équipe, et sans lui on aurait du mal, il faut le noter. Ça nous fait beaucoup de bien d'avoir un vrai pivot dans cette équipe. Et voilà, DeAndre Jordan est important dans l'équipe, et on aimerait quand même qu'il se donne plus à 100%, parce que le match face aux Lakers par exemple, c'était une abomination quoi. Dennis Smith Jr.
Alors, mon petit Dennis, c'est un joueur qu'on adore tous, les fans de Dallas. Même plus globalement, j'ai l'impression que ce joueur est beaucoup apprécié au sein de la NBA. Sauf peut-être chez les fans des Knicks où ils doivent beaucoup le regretter. Mais Dennis Smith Jr., il a un peu de mal en ce début de saison. Les stats, elles descendent. Mais c'est dû au fait qu'il y a un phénomène un peu d'acceptation de son rôle. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Il n'y a pas eu de rancœur envers Luka Doncic qui arrive. On sait que Luka Doncic est un meilleur joueur, un meilleur créateur. Bah, Dennis, il accepte ça. Son rôle, du coup, il change un petit peu. Donc il se cherche. C'est pour ça que les pourcentages descendent, les nombres de points descendent, etc. Mais il y a du mieux. Ça, c'est aussi en regardant les matchs qu'on s'en aperçoit. Il y a du mieux et l'entente avec Doncic est en train de se créer. Ils sont déjà prendre 13 amis en dehors du terrain, ça, c'est super cool. Et sur le terrain, il y a une entente qui est en train de se créer. C'est aussi bien parce qu'on a envie de le garder pour le futur, ce joueur-là. Défensivement, pareil, ça n'a jamais été un cas d'or, et là, je vois qu'il s'améliore petit à petit. En tout cas, il se donne toujours à fond sur le terrain. Ça, c'est quelque chose de très positif. Et on espère qu'il va pouvoir s'améliorer et changer un petit peu ce rôle qu'il avait les dernières de meneur de jeu. Là, peut-être un peu plus quelque chose comme un arrière-scoreur pour s'améliorer et apporter avec Luka Doncic à côté qui va plus créer. Et ça, c'est un rôle qui va plus lui convenir, je pense, et j'espère qu'il va s'améliorer de ce côté-là. Ensuite, Wesley Matthews. Alors, le mois dernier, beaucoup de fans des Mavs, moi y compris, on était très énervés de cette action contre LeBron James, là où il fait n'importe quoi. Mais Wesley Matthews, ce mois de novembre, il est bien. Alors, c'est bizarre de dire qu'il est bien, alors que sa moyenne de points, elle chute de 6 points. Mais vous savez très bien qu'il ne faut jamais regarder les stats de manière brute, juste comme ça veut rien dire. Wesley Matthews, pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que déjà son temps de jeu a diminué de 5 minutes en moyenne. Donc Rick Carlisle a compris qu'il faut faire jouer les jeunes et que Wesley Matthews jouait trop actuellement dans l'équipe avant. Il jouait trop. Donc là son temps de jeu diminue, donc le nombre de points diminue parce qu'il prend moins de tirs. En revanche, les tirs qu'il prend, ils sont bien plus intelligents. C'est-à-dire qu'il y a moins, et même quasiment plus de moments où il dribble, ce qui était absolument atroce, parce qu'il est nul en création, où il dribble, il essaie de trouver son shoot et à la fin ça passe pas. Là il reste cantonné en dehors de l'arc pour faire du catch and shoot là où il est bon. Et on a des pourcentages qui augmentent de 5% au shoot et de quasiment 10% à 3 points, ce qui est énorme. Donc voilà, tout ça pour vous dire, notamment tous les MFFL, Wesley Matthews, c'est pas du tout le pire joueur de notre effectif. Je sais qu'il y en a qui veulent le voir trader, buy-out ou je sais pas quoi. Écoutez, on lui laisse finir son contrat. À la fin de l'année, soit il partira, soit il reviendra pour un petit prix. Mais pour l'instant, il y a bien, pour moi, il y a des cas plus concernants que celui de Wesley Matthews. Et là, il y a pareil un phénomène d'acceptation de je joue moins, j'ai moins la balle. Qui est très bon, et il l'a compris, et en défense, c'est toujours quand même sympa, même si maintenant il commence à vieillir. Et en attaque, eh ben, il est plus dans du catch and shoot, et ça c'est très bon pour nous, pour du spacing notamment. Ensuite, Harrison Barnes, alors lui, il se met un petit peu en route après son début de saison catastrophique en octobre. Là, il se met en route, c'est mieux, on retrouve un peu le Barnes qu'on avait avant. Ce qui n'est pas non plus exceptionnel, vous connaissez mon avis là-dessus, pour moi on ne peut pas être une top équipe tant qu'on a Barnes qui est payé 24 millions et qui est une des premières options offensives de l'équipe. Ce que j'aime quand même beaucoup, c'est de voir que Doncic prend, au niveau des tirs, etc., il prend déjà quasiment autant, voire plus que Barnes sur certains matchs, et ça fait plaisir déjà, c'est bien. Ensuite, pour parler vraiment juste de Barnes, ses pourcentages ont augmenté au tir, sa moyenne de points a augmenté, alors que son volume de tir est resté le même, il prend autant de shoots, donc il est plus efficace, tout simplement. Ensuite, son plus-minus a augmenté de quasiment 10 points, parce que vraiment, il était atroce en octobre quand il était sur le terrain, vraiment l'équipe prenait l'eau, et là, il s'est augmenté, donc c'est toujours du négatif, c'est Barnes, mais ça reste quand même globalement bien parce qu'il y a une progression. Après, voilà, je vous ai déjà dit mon avis sur Harrison Barnes. On laisse faire cette année, on verra l'année prochaine. Normalement, il va rester encore une année de plus. Et puis après, il partira. Et en attendant, Dennis Smith, Luka auront grandi. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est mieux. Il y a de la progression. Et il y a certains matchs où il a été très impactant, où il a été très bon, notamment par exemple face à Brooklyn. Ou au match là où on a perdu face aux Lakers, c'est lui qui a mis quasiment 30 points, 29. Avec une défense plutôt pas mal sur LeBron sur certaines séquences. Donc voilà, c'est pas mal pour Harrison Barnes. Et on va finir avec le petit Slovène, Luka Doncic. Donc je vais pas trop vous saouler que ça, vous en entendez parler de partout, de Luka de partout. Tous les matins on voit ses highlights dans tous les sens. Donc rapidement, ses stats, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elles sont restées les mêmes d'octobre à novembre. Il a été très consistant, c'est un rookie et pourtant notre joueur le plus consistant. Le plus-minus, c'est la seule chose qui a changé, qui a augmenté, parce qu'on a gagné plus de matchs, donc c'est logique. Mais en tout cas, il reste dans sa manière de jouer, sur une ligne qui est assez voilà, qui est la même, il change pas trop, et c'est très bon. Il nous procure des actions absolument jubilantes, des choses qu'on adore voir. Le step back sur Kyrie Irving, qui a été assez exceptionnel, même si je sais que pour beaucoup d'entre vous, il a marché, c'est un autre débat. Le double bloc sur LeBron.
Voilà, c'est ce genre de choses que le lendemain matin, on en parle de partout dans les médias et puis on est super content de voir ce genre d'action. Moi-même, voilà, je suis super content de voir qu'on a ce genre dans l'effectif, qu'on l'a pendant des années, minimum 4, normalement 8, si après il signe son extension. On est super content d'avoir ce joueur. Qui sera le rookie de l'année? Il n'y a quasiment plus aucun débat là-dessus. On a peut-être Jaren Jackson qui est dans le rétroviseur, il est pas loin, mais il reste dans le rétroviseur, il est pas dans l'angle mort, il est quand même derrière. Pour l'instant, il n'y a pas trop de débat là-dessus, et à moins qu'il y ait une blessure, ça sera le rookie de l'année sans aucun problème. La question plutôt qui me taraude un petit peu, c'est imaginons qu'on continue à bien jouer les Mavericks, et qu'au mois de janvier-février, on est 5e, 6e à l'ouest. Éventuellement, on mériterait d'avoir un joueur représenté au All-Star Game. Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que s'il y a un joueur qu'on doit envoyer au All-Star Game, la question ne se pose pas, c'est Luka Doncic. Oui, si ça tenait qu'à moi, j'enverrais JJ Barea. Bon, je rigole un petit peu. Mais je veux dire, sur un joueur All-Star, c'est quelqu'un qui crève l'écran, etc. À Dallas, c'est Luka Doncic. Donc si on devait avoir un joueur All-Star Game, pourquoi pas avoir un rookie au All-Star Game, chose qui n'est pas arrivée depuis Blake Griffin. Donc voilà, on a fini de parler un peu des joueurs, j'espère que c'était pas trop long. Bilan général, en tout cas du mois pour l'équipe, il est très bon. J'en étais ravi de voir que ça joue bien, les joueurs prennent vraiment du plaisir à jouer depuis l'épisode des rebonds, etc. Comme quoi il y avait des tensions, toutes ces merdes là. Et ben là, l'équipe elle joue vraiment bien ensemble. Ça propose du beau jeu collectif. Donc merci encore une fois Rick Carlisle, c'est grâce à lui que tout ça a été mis en place. Il faut savoir qu'il s'était bien remis en question après la grosse défaite contre New York. Il a revu sa façon de voir les choses en mélangeant plus second unit, first unit. On le voit notamment avec Matthews et Doncic qui passent pas mal de temps avec la second unit. Et au contraire Dorian qui va passer pas mal de temps avec les starters. Ça a été très bon ces choix tactiques qu'il a fait. Et on obtient un mois de novembre où l'équipe a vraiment bien joué. On a le mois de la défaite face aux Knicks que j'enlève parce qu'il est au tout début du mois. Sinon par la suite, ça a vraiment, il y a eu vraiment une proposition de jeu qui était excellente pour toute l'équipe. Collectivement, en tout cas c'était bon. Il nous manque une superstar, un joueur pour mettre le point d'exclamation sur ce collectif. Donc c'est sûrement Luka Doncic dans quelques années. La progression est à venir pour lui. Mais en tout cas, les bases qu'on a là, et surtout par rapport à ce qu'on disait il y a 2 mois, sont très bonnes. Enfin, on finit par donc la dernière rubrique, un petit peu la question que je voulais approfondir. Là, je crois que c'est un record. J'ai dû passer, je sais pas combien de minutes on en est dans ce podcast, peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça. J'ai dû passer 20 minutes sans prononcer les mots Dirk Nowitzki. Oui, Dirk Nowitzki n'est pas encore à la retraite, c'est encore un joueur de Dallas, il soigne encore son petit problème au talon, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est au niveau de... Il y a eu une opération qui s'est passée en avril, et en fait il y a eu une petite rechute au moment du training camp, donc c'est pour ça que là il joue toujours pas, normalement il devrait revenir au mois de décembre. Donc ma question est simple, sachant qu'il ne jouera pas parmi les titulaires, comment est-ce qu'on intègre Dirk Nowitzki dans le banc, avec un banc qui est aussi bon, hein, je vous renvoie à la partie sur JJ Barea pour vous montrer à quel point le banc cartonne, comment on intègre Dirk Nowitzki dans un système qui marche déjà de manière excellente. Donc tout d'abord la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va le faire jouer. Oui, c'est Dirk Nowitzki, il joue. Rick Carlisle adore ce joueur et il sait l'utiliser parfaitement, donc bien entendu qu'il va jouer. Et enfin, troisième raison pour dire il va jouer, c'est que l'année dernière quand il jouait avec le banc, parce qu'il jouait beaucoup avec le banc, il était très très bon. On avait aussi pareil des stats où c'était le banc qui creusait les écarts et Dirk Nowitzki faisait partie de cette seconde unit. Pourquoi alors que niveau qualité athlétique on a absolument zéro entre lui, Harris et Barea? Parce que ces 3 joueurs là ils se connaissent par cœur, ils savent très bien Barea quand il va driver, il sait très bien qu'il va avoir Dirk qui va être situé à cet endroit là précis, ou Devin Harris qui va faire un backdoor et pour envoyer la passe. Donc voilà, le fait qu'ils se connaissent par cœur ces joueurs là, ça crée une alchimie, et ce qui fait que voilà, Dirk en intégration dans le banc il va être bon. La question est comment on l'intègre, qui est-ce qu'on enlève? Est-ce qu'on enlève un joueur extérieur, Matthews ou Dorian? Et dans ce cas-là, on joue avec 3 intérieurs, Powell, Kleber, Dirk. Ou est-ce qu'on enlève Kleber ou Powell pour tourner un petit peu dans le secteur intérieur? Je pense que ça va être cette deuxième solution. Et je pense que ça va être Maxi Kleber qui va prendre un peu plus des minutes en moins par rapport à Rick Carlisle. On va faire voilà, un échange 100% allemand de Augsbourg. Donc ça sera moins bon défensivement, évidemment, parce que Kleber est excellent défensivement et Dirk, c'est moyennement le cas, on va dire. Mais offensivement, ça va être très bon. Comme je vous l'ai dit, Kleber, il rentre plus beaucoup de paniers. Alors que là, Dirk, je me fais aucun souci, ça va être très très bon de ce côté-là. Et il va prendre quelques minutes aussi à Powell pour atteindre une petite vingtaine de minutes de jeu, je pense. Et c'est comme ça que ça va s'organiser, à mon sens. Donc je peux me tromper, j'ai hâte de voir ça, mais je pense vraiment que Carlisle va avoir un trio, du coup, un trio intérieur, Powell, Kleber et Dirk, qui va faire tourner pour avoir toujours un mélange entre le shoot, la menace extérieure de Dirk Nowitzki, donc pour créer un spacing, et au contraire, une menace intérieure avec Powell qui rattrape toujours des ballons sans problème,
ou Kleber qui reste quand même un joueur correct dans la raquette. Mais je pense qu'on va plus voir, comme l'année dernière, du Powell Dirk, parce qu'il y a vraiment une bonne association entre la menace extérieure, le tir, le shoot de Nowitzki, et à l'intérieur, l'explosivité de Dwight Powell. Donc voilà, j'espère que ça a répondu un peu à cette question que peut-être vous vous posiez aussi. On verra bien, notamment quand Dirk va revenir, je pense, dans 2 semaines, et je l'espère parce que ça commence vraiment à être long d'attendre son retour. J'ai vraiment envie de le voir revenir sur le terrain et de voir une passe de Luka Doncic pour Dirk démarquer à 3 points, qui tire, qui rentre, et là ça sera génial. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast et ce bilan mensuel de novembre. C'était peut-être un peu long, j'espère que vous vous êtes pas ennuyés. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à aller faire ces podcasts. J'adore voir vos retours, vos commentaires. Quand il y en a qui me disent qu'ils ont hâte de voir le prochain podcast, c'est des choses qui font vraiment super plaisir. Donc je vous remercie. Je sais pas quand c'est que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Dans tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit à tous. Sauf à ceux qui coupent Dirk. Allez, ciao tout le monde. Morris was on him, playing him for the step-back three. DeAndre will whip it out of the post, and Luka's going to have to take the step-back three. Goes under Kyrie. Oh! Luka Magic! That's fun.